Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Ah, Claude s'est absenté un petit peu, mais aujourd'hui nous avons une émission un petit peu particulière, puisque toujours dans ce cycle du propre de l'homme, un peu une émission de synthèse et puis un petit peu de débat ouvert. Donc moi un petit exposé à vous faire sur ce dont j'ai déjà parlé dans les précédentes émissions, sur cette histoire des animaux. Ah, Chris Eberhardt également a découvert un texte qui va sur lequel il va nous débriefer, hein, de Hannah Arendt et Gunther Anders, qui étaient mari et femme au moins à un moment donné. Et puis après, la discussion pourra s'engager s'il y a d'autres propositions de discussion. Alors, si vous me permettez, je vais démarrer sur le sujet que je vous ai soumis déjà plusieurs fois, c'est les animaux comme les êtres les plus spirituels. Bon, c'est un petit peu un titre quelque peu provocateur, comme ça, mais vous allez voir que au fond, il y a quelques arguments. Hein. Je lance ça à votre sagacité. Donc en fait, les animaux sont les êtres les plus spirituels, car d'une part, ils ont une conscience, un modèle du monde, ce qui est assez évident pour, ne serait-ce que pour évoluer dans le monde. Hein. Les chercheurs en recherche, notamment en intelligence artificielle, s'en rendent compte. C'est-à-dire les machines n'ont pas de modèle du monde et donc du coup elles savent faire qu'une seule chose. Or qu'un bébé de quelques mois, il saura déjà faire des choses parce qu'il a déjà un modèle du monde. Mais il est bien évident qu'un varan de Komodo ou un chat ou un chaton a besoin d'avoir un modèle du monde pour y évoluer. C'est pour ça qu'on dit que les chats sont des greffiers, parce qu'ils remarquent tout de suite une variation dans leur environnement et ils vont se précipiter pour aller voir ce qui a changé dans cet environnement. Donc d'une part, cette conscience du monde et un modèle du monde, mais en même temps, la plus grande part de ce monde échappe totalement à leur compréhension. Hein, puisque justement, ils sont, peut-être pour certains, à un certain niveau de raison, mais qui est bien inférieur, hein, disons-le très clairement, à celui des hommes. Et donc, à partir de là, la plupart du monde leur est totalement mystérieux, incompréhensible. Et c'est bien de cette ignorance, de cette incompréhension que naît la spiritualité, que naît le besoin de spiritualité. Nous en avons déjà parlé dans différentes émissions, justement, sur la genèse de la spiritualité. Donc, pour eux, y a la plupart des phénomènes, comme il les expliqua, sont de nature spirituelle, de nature mystérieuse, magique. Tout est magique. D'ailleurs, les êtres les plus spirituels des animaux, hein, c'est-à-dire l'homme quand il était dans des temps plus anciens, les premières spiritualités, ce sont des spiritualités justement animistes, où on ne sait pas trop comment fonctionnent les choses, les volcans, les tempêtes, la nature, le fait que ça pousse, etc. Eh bien, on met cet animisme, on attribue des esprits à tout un tas de choses qu'on ignore. Et selon René Girard, d'ailleurs, c'est le plus haut niveau de spiritualité. Et depuis, nous faisons que descendre en spiritualité. Donc si on remonte le raisonnement de René Girard jusqu'au bout, ça veut dire que les animaux sont les êtres les plus spirituels. C'est paradoxal que ça puisse être. Parce que nous, on est déformés parce qu'on a tellement appliqué la spiritualité à la divinité, associé la spiritualité à la divinité, qu'on est incapable de sortir de ce carcan. Hein. Et donc, or que la spiritualité, c'est plus large que ça. Et donc, si on remonte cette généalogie, on remonte au fait que les animaux, au moins ceux qui ont une conscience, un modèle du monde assez élaboré, ont quelque part, devraient avoir tout du moins ce niveau de spiritualité le plus élevé. Et qui ne fait que décroître depuis avec les religions. Alors, outre ceci, donc mon raisonnement, si vous voulez, qui m'est venu un petit peu comme ça, un peu par hasard, enfin,
suite à nos différents travaux. C'est d'ailleurs, en outre, ceci est pressant, est-ce qu'on sent bien dans les animaux domestiques, notamment parce que pour eux, nous sommes des dieux, quelque part. C'est vrai, particulièrement vrai pour les animaux domestiques, parce que tout ce que nous faisons, pour eux, est magique. De leur point de vue, enfin, moi qui ai élevé des vaches, des choses comme ça, on voit bien qu'il y a une forme de vénération. Bon, c'est particulièrement vrai, c'est les chiens, par exemple, ils sont vraiment en adoration devant nous. Pour eux, en quelque part, nous sommes des sortes de dieux vivants. Ils s'en remettent à nous pour plein de choses. L'animal malade, le chat malade, etc. Moi, j'ai une anecdote avec mon chat qui a peur des chiens, et il y avait des chiens qui étaient là à la maison à un moment donné. Malgré ses peurs, elle est venue parce qu'elle était malade, vous voyez, parce que pour se faire soigner. Hein. Le soin, la sérénité, ça fait partie. Hein. C'est ce qu'on a mis dans notre définition, en tout cas, ce besoin de sérénité. Ça fait partie justement des besoins auxquels répond la spiritualité aussi. Donc ça, c'est un autre élément. Puis dernier élément, je dirais, enfin avant-dernier élément, je dirais, c'est quelque part une extension, ce que je propose là, c'est une extension de ce que disait Eberhard vis-à-vis des animaux qui sont plus proches, par leur sens, de leur environnement. Ils sont en connexion. Nous, on a perdu un certain nombre de l'acuité de nos sens et on s'est artificialisé, hein, on s'est domestiqué. Je reviendrai un peu plus tard. Nous avons perdu cette sensibilité à cause de tous nos artefacts, à cause de la technique. En fait, ils sont, et là je rejoindrai, c'est l'avant-dernière chose sur ce que disait Franck, en fait, ils sont plus proches de nous de la source. Ils sont plus proches de nous de la source, parce qu'ils ont toutes ces choses, enfin, tout ce que j'ai énuméré. Donc, et c'est, comme le dit Franck, cette disjonction, quelque part, entre cette source et notre existence, qui pose problème. Et donc, eux étant plus proches de la source, ils souffrent moins de cette disjonction. Voilà. Voilà, en gros, hein, moi, après, je fais un pendum sur l'autodomestication, en définitive, la dualité sauvage-domestique. Hein. Pour moi, c'est ça la dualité. Donc, dans la domestication, l'autodomestication, l'homme s'est autodomestiqué, que comporte notamment le matriarcat, le patriarcat, qui sont déjà des formes, quelque part, de spiritualité également, par la tradition justement de culture, de tradition, de respect des anciens chez les animaux, notamment. C'est particulièrement vrai chez les orques ou chez les éléphants, bien entendu. On retrouve là, ça fait écho également à des traits que l'on retrouve quand on décrit ce que c'est que la spiritualité. Je vous renvoie à l'émission sur justement les traits distinctifs. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Ses propriétés. Voilà, messieurs, pour cette proposition que je conçois audacieuse, mais bon, que je soumets à votre débat. Bon, bah merci Luc. Justement, je trouve intéressant que tu aies pris un petit peu appui sur ce que tu disais, mais je le tournerai effectivement différemment. Tout à fait, l'essence c'est important. Et justement, je dirais plutôt le mot immanence, c'est-à-dire que cette immanence, donc sans mot, sans verbe, ça c'est effectivement la partie qu'ont les animaux ont et qui peut les rapprocher en quelque sorte de ce sens, disons, non intelligible de Dieu ou de la divinité ou des divinités, dans le sens d'être complètement faire corps. Mais ce que nous avons, nous, et là je m'appuierai plus sur ce que disait aussi Christian, c'est le parti du logos. Donc c'est en gros la différence entre la mystique et la théologie. Voilà, donc en gros, cette mystique de ce sentiment direct que l'on peut retrouver dans tous les types de religions d'ailleurs, hein, mais aussi donc c'est possible aussi que les animaux aient ce sens de cette immanence, de cette mystique de Dieu, sans effectivement la formuler. Et donc la théologie qui est en fait la transformation par l'homme en une explication plus compréhensible, plus transmissible d'un homme à un autre et aux hommes en général. Hein, voilà.
Donc, mais là, je vais justement plutôt en titre de complément, en titre de parties différentes, vous exposer les points que je viens de lire. Donc, dans un livre qui s'appelle Les Kirchenschlacht, ça veut dire c'est la guerre des cerises, de débats que menait donc Günther Anders et Hannah Arendt en dénoyautant justement des cerises et des débats donc philosophiques. Et donc, c'est donc là-dessus. Et ils se sont donc posés pour tous les deux. Donc, et quand on lit leurs textes, même après, hein, parce qu'ils sont restés que mariés très, très, très peu de temps en fait, hein, même après, tous les deux, c'est mal poser la question que de chercher à identifier les spécificités génériques de l'homme. Pour lui, il ne faut pas voir l'homme au singulier. Il faut considérer tout de suite la pluralité des hommes par opposition au règne animal. Et là, on est tout de suite dans la dimension collective. Le propre de l'animal, c'est d'être entièrement aussi déterminé par son être et ses fonctions. Il a un degré de latitude qui sont en fait plus de mouvement et pas d'intelligible en quelque sorte. Hein. Et par exemple, l'espèce du chat, et tu as parlé du chat, j'avais écrit justement ça, est décrite de manière assez concise, tout comme son comportement, donc la partie biologie et le comportement, avec des variations relativement mineures. Le chat chasse des souris, se lèche pour faire sa toilette, enterre ses crottes, etc. Voilà. Pour les hommes, c'est tout à fait différent. Et là, je reprends toujours la démonstration en quelque sorte que fait le commentaire des débats qu'il y a eu entre Anders et Arendt. L'individu prend le dessus en particulier pour son comportement. Or, leur naissance, leur biologie et leur mort, les hommes ne sont pas déterminés. Ils réalisent à certains moments des ruptures et font des choix qui n'étaient pas prévus à l'origine. Je prends mon cas et je comparais par exemple un animal. Aucun, disons, moi-même, après la mort de ma première fille, je suis passé du cadre dirigeant au paysan. Même ceux, les êtres humains qui ont une vie moins mouvementée, voyagent, changent d'occupation à certains moments charnières de leur vie. Alors que c'est les animaux, ils ne vont pas avoir un changement. Et pour expliquer ça, Günther Anders insiste beaucoup sur l'artificialisation. Donc tu as parlé de ce mot-là, mais il le structure un peu mieux. D'ailleurs, justement, Günther Anders était très spécialisé justement tout ce qui est artificialisation, la société industrielle, etc. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui permet, donc cette artificialisation, a une liberté d'esprit que l'animal n'a pas. Ce n'est pas la capacité de créer un outil en général, de s'en servir qu'il faut considérer, mais l'univers technologique et la dimension sociale en découlant qui sépare radicalement les hommes de l'animal. Je rajoute, c'est l'aptitude des hommes à nommer une chose, éventuellement une invention, ou même une idée, afin de pouvoir transmettre à son entourage et à sa descendance, qui fait de l'individu une personne unique, dont on s'en souviendra par diverses façons. Ce n'est pas une question de degré, hein, comme tu le présentais du moins au début, mais un univers totalement distinct de celui de l'animal. Voilà, donc c'est juste quelques mots pour ouvrir justement le débat, pour voir un petit peu, aussi pour parler d'une manière différente de ce qui s'était dit aussi dans les interventions précédentes. Voilà, et juste en guise de conclusion, Hannah Arendt croyait en Dieu, Anders non, sauf tout à la fin, mais ça c'est pas grave. Hannah Arendt dit s'il fallait pouvoir déterminer totalement les êtres humains, on n'arriverait jamais à additionner toutes leurs particularités, leur esprit, on n'arriverait pas à déterminer l'âme. Et on introduit seulement par la conception de Dieu qui pourrait être le seul, éventuellement, si Dieu existe, pour ceux qui y croient, eh bien, être capable de déterminer complètement chacun des individus qui existent sur cette terre ou qui ont existé. Voilà, c'est tout. Alors, je crois que Franck avait demandé la parole à un moment. Il faut que tu... Voilà. Christophe aussi avait demandé la parole. Je ne sais pas s'il était avant.
j'ai pas vu. Bah, alors, je sais pas. Bon, je vais intervenir rapidement. Écoute, Luc, j'aime bien utiliser des mots anciens qui sont un peu inusités. Je plus sois avec ce que tu viens de dire. En fait, je voudrais raconter une petite anecdote. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler lorsque l'on fera le topo sur la non-dualité. Du vivant de Ramana Maharshi. À son ashram, il y avait une vache. Alors, on sait qu'en Inde, les vaches sont sacrées, mais bon, voilà. C'est une anecdote qui a été constatée par des centaines, voire des milliers de gens qui venaient voir ou qui venaient s'asseoir en présence du Maharshi. Il y avait une vache qui s'appelait Lakshmi, qui était considérée par le Maharshi comme étant un animal ayant atteint l'éveil. Alors, l'anecdote, c'est que à chaque fois que le Maharshi rentrait en samadhi, cette vache qui était occupée, qui déambulait dans l'ashram qui était assez vaste, venait auprès du Maharshi, s'allongeait à côté et restait à côté de lui pendant toute la durée de son samadhi. Lorsqu'elle est morte à la fin de sa vie, elle venait poser sa tête sur les genoux du Maharshi, qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. À tel point que actuellement encore, la tombe de cette vache de Lakshmi est aussi honorée que la tombe du Maharshi à l'ashram à Tiruvannamalai. Donc oui, effectivement. Je prends le cas de Ramana Maharshi. Pour lui, les animaux étaient dotés d'une conscience, étaient totalement capables d'atteindre la réalisation, ce qu'on appelle l'éveil, ou de vivre le soi. Et je trouvais cette histoire très belle, en fin de compte. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Tu avais demandé la parole, alors, Christophe, paraît-il. Ton micro est coupé. Oui, on t'entend, oui. Ok. Alors, vas-y, Christophe. Alors, du coup, oui, moi, je trouve amusant le fait de revenir aux animaux et finalement de leur attribuer certaines propriétés, voilà. C'est intéressant. Et en fait, j'y pensais là juste à l'instant. C'est une forme d'anthropomorphisation, débat qui nous a amené justement à se poser la question du propre de l'homme. Et je trouvais ça amusant que, voilà, au final, on anthropomorphise quelque part, on donne des propriétés qui nous appartiennent a priori à des animaux et tout ça. Et même moi, je l'avais proposé, donc, mais je n'avais pas fait le rapprochement encore à ce moment-là. Et je trouve ça amusant. Du coup, finalement, c'est pas plus choquant d'anthropomorphiser des animaux ou d'autres choses finalement. Et Dieu, pourquoi pas, en fin de compte. C'est des choses voilà, qui sont au final intéressante dans le sens où, quand on se pose la question de est-ce qu'on a vraiment quelque chose de particulier, au final, on retrouve les propriétés à droite, à gauche. Ce que Hannah Arendt a dit, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Günther Anders. Ok. Et sur l'individualisation, qui serait une particularité, moi, je trouve ça intéressant. Mais toujours pareil, je pense pas que l'être humain tout seul, il ait une propriété quelconque. Je pense qu'il n'a pas d'intérêt en soi tout seul, il ne survit pas tout seul. En fait, il est collectif, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Ça ne fera pas de différence en soi sur ce qu'il est en final, même s'il a tendance à s'individualiser plus que les autres. Les animaux, de temps en temps, ils s'individualisent aussi, ils sont tous uniques. C'est juste que on n'est pas trop sensible forcément aux caractéristiques qu'ils ont à voir, un peu comme il faut avoir l'habitude de voir un certain nombre de personnes, voilà, pour faire la distinction entre elles. Et donc, c'est pas... Moi, l'individualisation, je pense vraiment que c'est un degré et que c'est pas quelque chose d'unique aux êtres humains. Et il parlait d'artificialisation, Luc aussi en a parlé. Elle existe aussi dans le monde animal, hein, les poissons qui dessinent dans le sable, les nids qui sont construits, les terriers qui peuvent mesurer l'espace d'un état, je ne sais plus c'est quelle bestiole qui fait ça, qui sont des collectivités de plusieurs millions d'individus et qui creusent, voilà, ils fabriquent des
des choses énormes. Les fourmilières qui sont des orfèvreries avec la climatisation. Voilà, il y a plein d'artifices. Est-ce qu'on appelle ça de l'artificialisation ou pas? Ça peut se poser comme question, mais a priori, c'est quand même pas quelque chose qui est là de façon naturelle, qui est fabriqué quand même. Donc voilà, du coup, moi, je suis sceptique par rapport à ça. Puis, Oui, merci. Donc, on a une émission sur le propre de l'homme, hein, une émission de synthèse sur la série Le propre de l'homme. On est en train de parler des animaux. Voilà. Bon. La présentation de Luc nous dit que les animaux, ils ont plus de spiritualité que les hommes. Bon, donc j'ai deux problèmes là. C'est qu'il me semble qu'on n'est pas dans le sujet. Le sujet, est-ce que les animaux sont plus spirituels ou moins spirituels que les autres? Et j'ai un deuxième problème, c'est que j'ai toujours pas défini, moi, la spiritualité. Je veux dire, quand j'ai dit je ne l'ai pas défini, je l'ai retiré des 2 ans ou 3 ans de débat entre nous sur la spiritualité, une définition précise de la spiritualité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le 15 août, je vais faire une communication qui s'appelle « Croyance, connaissance divine, connaissance païenne, connaissance rationnelle ». Parce que la spiritualité, je ne donne pas la même définition raccourcie que celle que j'ai cru comprendre, mais bon, j'ai peut-être mal compris, à savoir la croyance divine. La spiritualité, c'est tout simplement activité d'esprit. Bon. Alors, cette activité d'esprit, elle va vers un certain nombre de choses. Elle peut aller vers la connaissance, vers la croyance, vers la vertu, vers le bonheur, etc. etc., etc. Bon, mais c'est l'activité de l'esprit. Nous en reparlerons. Là, ce qui a été proposé par Luc, c'est que les animaux ont plus de spiritualité dans la définition qu'il donne que les hommes. Bon. Alors, hormis le fait que j'ai proposé que ce soit hors sujet, c'est extrêmement intéressant ce que nous dit Luc, mais bon, je me demande comment il le sait. Comment il sait les animaux. Voilà. Bon. Très intéressant l'histoire du chat. Du chat, j'en ai aussi beaucoup, du chien, des chèvres, des vaches, tout ça. Mais bon, je ne suis pas du tout convaincu du fait que les animaux sont plus ceci ou plus ceci que nous. Mais bon, c'est un autre débat, il me semble, que l'histoire du propre d'homme. Le propre de l'homme, alors, Eberhard nous dit une chose intéressante, parce que moi j'ai mis l'accent sur la cause efficiente ou la cause première versus la cause finale, c'est-à-dire ne pas confondre le propre de l'homme avec un de ses artefacts, même s'il est très important. Et Günther Anders, enfin, disons, Eberhard, par la voix de Günther Anders, ou Günther Anders par la voix d'Eberhard, nous dit qu'il y a la dimension sociologique qui sépare l'homme de l'animal. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, ça veut dire que l'homme, il se structure en collectivité alors que l'animal ne le fait pas. Bon, c'est intéressant comme idée. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais il faudrait vraiment la creuser. Hein. Il me semble que je ne suis pas d'accord quand même, finalement. Je reviens au propre de l'homme. Et moi, j'ai trois... J'ai pas dit ça exactement. Oui, d'accord. Non, mais le but du débat, c'est qu'on ne comprenne pas bien ce que dit l'autre, c'est permettre ensuite de rebondir. Sur cette affaire du propre de l'homme, j'ai toujours mes 3 points méthodologiques, enfin mes 3 points, disons, de précision, de clarté, de précision, de cohérence qui ne sont pas encore élucidés. C'est qu'est-ce que c'est qu'un propre? Ça n'a pas vraiment été traité. J'ai essayé de le faire en parlant de la fonction propre, telle qu'avait commencé à la définir Aristote. Bon, on ne peut pas débattre du propre de l'homme si on définit, on précise qu'est-ce que c'est que le propre de quelque chose. Bon, moi j'ai dit que c'était la fonction propre. Bon, j'aurais aimé que c'est un débat s'engage là-dessus. Deuxièmement, cette affaire de confusion entre la cause efficiente, la cause première et la cause finale, c'est confondre ce qui permet la réalisation
d'une chose donnée ou d'un effet donné ou d'un artefact avec les conditions de possibilité que cette chose-là puisse se réaliser. Et alors, on va le retrouver dans ce qu'a dit Günther Anders sur la capacité des hommes à s'organiser en société. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent le faire que les animaux ne peuvent pas le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Qu'est-ce qu'ils ont que les animaux n'ont pas? Voilà. C'est ça le propre, à mon avis. Et puis, le troisième point, alors bon, je l'avais évoqué, puis ça a été balayé d'un revers de main, c'est pour ça que je reviens à la charge. Le propre de l'homme, on dit de l'homme, mais pourquoi pas de la femme? Parce que pendant des siècles et des siècles, hein, les penseurs les plus éminents ont dit l'homme est doté de raison, mais pas la femme. Hein, on voit les premiers mouvements féministes avec Marie de Gournay, etc. Voilà, et qui disent mais ça fait des siècles que vous dites que vous nous aimez bien, qu'on sert quelque chose, etc., mais qu'on n'a pas de raison. Ben, on est quelques-uns maintenant à penser que si on a une raison. Bon, voilà. Donc le propre de l'homme pendant des siècles a été considéré comme étant le propre de l'homme masculin, et que la femme n'avait pas cette fonction propre qui était dévolue à l'homme. Et ça, je pense qu'on aurait pu en parler. Voilà, j'ai terminé. Bon. Alors, je vais peut-être prendre Tu la veux y parole. aller, Claude? Ah bon, bah, Oui, je veux bien. Ouais. Ok. Je vais essayer de Vas-y. mettre en avant ma part féminine. Alors, oui, Luc, c'est vrai que Christian a raison de préciser que, bon, on doit faire un débat sur le propre de l'homme, et là, tu es parti sur les animaux, ça nous a peut-être un peu... Ça polarise tout de suite les choses d'une certaine manière. Les animaux plus spirituels que l'homme, je dirais non. Mais je vous avais cité une petite phrase de la révélation d'Arès le Cygne, c'est dans la deuxième partie, quand Dieu dit le gris, l'homme n'a pas la corne du gris, quoi. La corne, c'est-à-dire l'antenne. Il n'a pas l'antenne, c'est-à-dire la liaison avec tout l'univers. Donc du gris, le gris, c'est le grillon. Ça va pas loin, hein, le gris. Puis il emploie pas mal de mots comme ça, comme la neppe, l'homme et la neppe sous mon pied. La neppe, c'est ces petites araignées d'eau là qui circulent. C'est pas brillant des fois. Enfin bon, bref. Mais alors oui, donc les animaux restent reliés parce que c'est leur nature profonde. Ils sont reliés. Les lois de leur espèce sont celles-là. Voilà, donc ils sont d'une certaine manière plus intelligents que nous. Dire plus spirituel, alors revenir sur ce qu'on entend par spirituel, je dirais non. Non. Pourquoi? Parce que moi je vois, et je le redis, la spiritualité comme non pas juste l'activité de l'esprit, elle est nécessaire, mais véritablement l'activité dont découle l'âme, dont revient l'âme. L'âme étant l'image et ressemblance de Dieu positive revenant dans l'homme. Parce que l'homme n'est pas qu'un animal pensant. C'est le fond de la révélation d'Arès. Hein. Donc il y a une potentialité de redivinisation de l'homme par l'homme qui est totalement ignorée aujourd'hui. Et c'est pour moi ça le fond même de la spiritualité. Aucun animal, évidemment, n'est capable de faire ça. Alors d'ailleurs, Luc, tu as fait cette démonstration, puis à la fin, tu parles de l'auto-domestication de l'homme. C'est intéressant, l'auto. L'homme est capable donc de s'auto quelque chose. Mais il s'est auto-domestiqué, oui, mais il s'est auto-résigné, il s'est auto-esclavagisé, il s'est civilisé, entre guillemets, avec les lois, etc. Donc oui, il est capable de faire société, ce que dit Christian, d'une manière très spécifique, particulière. Mais les animaux qui vivent en troupeau, c'est déjà donné en eux, ça fonctionne déjà d'une certaine manière, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne crois pas du tout à l'histoire de la vache déjà éveillée au sens où on l'appellerait l'éveil pour un être humain. Bon, ça c'est un peu la mythologie, je dirais, indienne à mon avis, mais l'homme est vraiment d'une toute autre spécificité. Alors il y a une autre petite phrase dans la révélation d'Arès le Cygne qui est intéressante parce qu'il dit: de ma main à ma main, seul l'homme souffle sur le feu.
C'est-à-dire, l'homme est la seule créature qui maîtrise le feu, capable de le faire, de le produire et de l'entretenir et de s'en servir après pour son industrie, etc. Aucun animal n'est capable de faire ça. Il n'y a pas d'industrie animale avec le feu. Tous les animaux ont peur du feu. Là, par exemple, là, une spécificité, alors je ne vais pas dire le propre, parce qu'effectivement, Christian a essayé de vouloir avoir une définition plus précise de ce qu'on entend par le propre, et il a raison. Moi, je ne vois pas de fonction propre, mais je vois une pluralité de fonctions propres qui dépendent d'une nature intérieure à l'humain, spécifique, et qui vient de dons divins qui lui ont été faits à un moment donné à cette espèce-là, qui a évolué pendant quelques millions d'années, et pas aux autres. C'est comme ça. Voilà. Après, pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'homme a choisi une certaine direction d'évolution. Alors, et ça, ce choix-là, ce choix existentiel, c'est-à-dire d'être capable de choisir l'être que nous voulons être, aucun animal ne l'a. Mais nous, on l'a. On s'est réduit donc dans l'animal pensant pendant des générations et des générations, et on est capable de se recréer. Et c'est cette dimension de recréation qui est absolument essentielle, à mon avis. Donc, alors là, je rejoins pas mal Eberhard dans ce qu'il a dit quand même. Il a dit des choses tout à fait intéressantes. Effectivement, l'homme n'est pas déterminé. Ben oui, l'homme n'est pas déterminé, puisqu'il a cette fameuse liberté au fond de lui, même s'il est sous des couches et des couches de déterminisme qui se sont étalées pendant des siècles et des millénaires. Donc, on a l'impression qu'on n'est plus vraiment libre. On doit faire les choses comme ça, on arrive dans le monde, toi tu fais ci, tu fais ça, tu vas à l'école, tu vas après, quelle est ta fonction? Bon, il y a un déterminisme, il y a des rails terribles. Mais au fond de nous, il y a une petite pointe, une petite goutte, je ne sais pas comment le dire, de liberté absolue, où on est capable de dire, bah, je veux être tel homme. Quel homme je veux être? C'est tous les jours, je devrais me poser la question. Est-ce que je veux être ci ou ça? Et c'est comme ça que j'oriente finalement petit à petit mon existence. Voilà, donc il y a la liberté de créer chez l'humain, oui, et la liberté de se recréer. Et pour moi, la spiritualité, elle tient à cela. Voilà. Je ne vais pas aller en plus long. Merci Claude. Alors, je vais commencer par toi, puisque en définitive, moi, ce que j'entends par rapport au fait de dire les animaux plus spirituels que l'homme, non. Mais par rapport au raisonnement qui m'amène à postuler cela, hein, à le proposer, à en faire une hypothèse, tu me réponds, comme souvent, hein, par un acte de foi. Un acte de foi, moi, j'ai la foi que l'homme, l'âme de l'homme, c'est une émanation divine. Voilà, c'est un acte de foi. Et du coup, qui t'amène, par cet acte de foi qui n'a pas de fondement autre que la foi, quoi. Bon, après, voilà, hein, chacun fait comme il veut. Mais du coup, ça t'amène à dénier les autres foi. Et notamment par rapport à l'anecdote de la vache que nous a narré Franck. Le problème des actes de foi, comme ils se reposent sur aucune matérialité, hein, osons ce mot, je dirais, du coup, c'est totalement arbitraire. Tu peux avoir cet acte de foi, l'autre peut avoir un autre acte de foi, et la seule façon de résoudre les dilemmes entre les foi, c'est de les déclarer hérétiques et puis de les aiguiller. Hein. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Hein. Enfin, quand tu n'as qu'un acte de foi et tu n'as pas d'autres critères externes qui te permettent de trancher, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se termine. Donc, alors, historiquement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je peux te répondre de 2 petites minutes. Après. Alors, par rapport l'homme n'est pas déterminé. Si. Moi, j'ai presque envie de dire oui, justement, quand j'ai fait parler de l'acceptation. L'acceptation de notre condition. Le problème, il est sans doute là, justement. C'est un des problèmes, c'est qu'on refuse notre condition, ce que nous sommes, c'est-à-dire une petite poussière perdue au milieu d'un univers gigantesque dont on n'arrive même pas à imaginer l'immensité. Hein.
et qui nous échappe complètement, et on refuse ça. C'est pour ça aussi que quand Christian dit on peut pas, faut pas confondre cause finale et cause première, le problème c'est que ce propre de l'homme, il est pollué en permanence par cette cause finale, par cette hubris, par ce sentiment de supériorité de l'homme par rapport à l'univers et par rapport à tout le reste. Il est pollué sans cesse. Donc c'est très difficile de pas mélanger les deux et d'en faire même totalement abstraction. Donc, et je pense qu'on est dans le dilemme de Schopenhauer. Le dilemme de Schopenhauer, c'est soit on accepte quelque part sa condition avec la limitation de liberté que ça implique, etc. Même s'il y a encore une certaine liberté dans ce champ-là, et j'y reviendrai, je pense que la liberté, elle existe malgré tout, mais qu'elle a des bornes. Sinon, on refuse, et la seule liberté qui nous est offerte, c'est d'échapper complètement à notre détermination. C'est d'ailleurs la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui, qui a été poussée par l'autre clown de Nietzsche jusqu'au bout, qui est l'homme nouveau, le nihilisme, qui ne peut aboutir qu'au nihilisme, puisque ça détruit, si on sort de notre détermination, radicalement, c'est la seule liberté que l'on a, et ça amène fatalement au nihilisme. Non, c'est pour ça. Si, fatalement, puisque tu sors de ta détermination. Et par rapport au fait que les animaux n'aient pas de choix de vie, qu'ils ne puissent pas faire de choix de vie. Moi, j'ai un exemple dans ma vie récente qui montre que c'est faux. On avait un animal qui était la fille de notre chat, qui a vécu chez nous pendant 1 an. Et elle est restée, et notre autre chatte, pendant 1 an, elle a tourné autour de la maison, elle rentrait plus, etc. Mais elle restait quand même autour. Voilà. Donc elle avait fait un choix, elle aurait pu faire un autre choix, inverse, c'est d'aller dans une autre maison. Les chats font ça. Et le petit chat, au bout d'1 an, qui s'est senti suffisamment autonome, elle a quitté la maison. Elle a quitté pour laisser la place à sa mère. Si ça, ce ne sont pas des choix de vie, au même titre que le choix de vie que tu as fait, Borart. Si ça, ce n'est pas des choix de vie, je ne sais pas ce que c'est. Franck. Alors moi, Attends, Franck avait demandé la parole. Bof, bof. Ma réponse à Luc, c'est bof, bof. C'est à Franck de parler. Non, c'est à Christophe avant. Je crois qu'il avait levé la main aussi. Non, c'est toi, Franck. Okay. J'ai pas vu Christophe, en tout cas. Deux petites remarques. C'est vrai que quand j'ai cité l'anecdote au sujet de Ramana Maharshi, Ramana Maharshi en fait disait, il était assez avare de ses paroles, mais quand même, il disait qu'en fait les animaux échappaient à la plus grande difficulté d'accès à l'éveil, de réaliser le soi, qui était en fait l'identification massive à l'ego. Alors l'ego en soi n'est pas une catastrophe, contrairement à ce que l'on entend. Ego, ça veut dire moi, tout simplement. Mais ce qui est problématique, c'est l'identification au moi, c'est-à-dire l'identification aux déterminations du moi. Et ça pose souci. On aura l'occasion d'en reparler. Deuxième petite remarque, c'est au sujet de ce qu'a dit Christian. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on parle assez peu des femmes, et je repense à une histoire que j'ai toujours trouvée tragique, qui s'est déroulée pendant la Révolution française, lorsque les droits de l'homme ont été écrits. C'était le cas de Olympe de Gouges, qui a fini sous le couperet de la guillotine pour avoir finalement revendiqué aussi une certaine libération et de la femme. Et ça s'est très mal terminé. Bon, peut-être que je n'ai pas tous les éléments de l'histoire, peut-être que Christian la connaît mieux, mais c'est vrai que c'est souvent assez dramatique. Il y a toutes les sorcières aussi avant, qui ont été aussi aidées. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. La femme a été quand même très maltraitée par l'homme, c'est sûr. Alors, qui a demandé la parole après ? Moi, je voulais juste faire un point, Luc, par rapport, tu dis c'est un acte de foi, mais chacun d'entre nous, sans parler d'âme et tout ça, chacun d'entre nous est à même de voir que les choix qu'il fait dans l'existence
entraîne une certaine détermination de sa vie, de sa manière d'être. Tu changes en fonction de tes choix. Et tiens, tel mec C'est pas ce que je nie, est vraiment hein. un salaud, il m'a fait du mal, etc. Est-ce que je vais aller me venger sur lui? Qu'est-ce que je vais faire comme crasse? Ou bien je passe la chose et, bon, et puis je m'écarte. Il y a des tas de manières de réagir. Et ben ça, c'est ta liberté profonde. Tu as de la spiritualité qui est là derrière, dans tes choix de vie. Le choix qu'Eberhard fait après le décès de sa fille, ça, c'est un choix de vie profond. Je ne le vois pas du tout chez le chat dont tu parles. C'est que le chat manifeste à un moment donné une certaine envie. Bah, il préférait être avec pour des tas de raisons qui lui sont propres, de telle ou telle manière, avec un tel ou un tel, plutôt qu'avec un tel, c'est tout. Peut-être que la bouffe était meilleure, peut-être que ceci, j'en sais rien, si tu veux. Mais l'animal a une certaine forme de liberté, j'ai bien précisé, mais il n'a pas la liberté qui est capable de remettre en cause sa nature animale. Le chat ne pourra pas devenir un chien. Hein. Le chien ne pourra pas devenir un chat. Mais nous, hommes, on peut être, dans une certaine mesure, des lézards, des moutons, ça on l'est très souvent, des chevaux, des ours, des sangliers, des cochons, ça on l'est assez souvent. Hein. En fait, toute la panoplie animale. Et quand on décolle un petit peu de la terre, on peut être des aigles aussi, des faucons et des aigles. Et là, c'est encore une autre façon de surfer sur la liberté. Donc, il y a toute une panoplie. Nous, toute la panoplie animale, en fait, véritablement, nous est ouverte, tu vois, dans nos choix d'existence. On peut être des vers de terre aussi. On peut être plein de choses différentes. Et là, la révélation de l'arrêt, c'est plein d'analogies, parce qu'il nous considère des fois comme des taupes, enfin bref, comme des rats. Il dit l'homme, le faucon n'a pas besoin de la loi des rats. C'est-à-dire le faucon, le prophète, qui met comme un faucon, il dit le faucon n'a pas besoin de la loi des rats. Notre loi humaine, c'est toujours une loi des rats, aux yeux du divin. C'est-à-dire qu'on est là toujours en train de regarder qu'est-ce que l'autre il a, etc., d'être dans notre mesquinerie, s'il est animal, mais on est capable d'autre chose. On est capable d'une générosité à un tout autre niveau que cela. Voilà. Ouais. Enfin, là tu peux dire c'est un acte de foi, mais tu dois le pressentir quand même au fond de toi aussi. Et pour compléter ce que dit Claude, le chat, il changera pas en disant bah maintenant je veux plus de viande et j'arrête de chasser les souris et je vais plutôt bouffer des carottes et je vais déterrer les carottes. Et en gros, l'être humain peut faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est totalement parce qu'on est omnivore. Luc, tu t'enfermes dans un système qui est presque de l'ordre mais c'est tu veux pas voir qu'il y a une différence, mais pas de degré, mais de systémique entre ce qui est un homme et un animal. C'est pas le même ordre, mais c'est pas grave, c'est ton choix. Hein. Non, c'est pas un choix, j'argumente ce choix. Justement. Prenons les exemples que vous avez donnés. Claude, il nous dit on peut être un oiseau, on peut être tout ça. Faux, complètement faux. Intrinsèquement, on reste déterminé, on reste des hommes. On peut créer des artefacts. C'est apprendre symboliquement. Bien sûr. Bien sûr, c'est symbolique. Les aigles, mais on peut. Mais bah alors, si c'est pas symbolique. Encore, moi, j'étais en disant on peut l'être parce qu'on va inventer un avion, etc. Mais on peut pas être un chat. Oui. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, honnêtement, là, je m'excuse. C'est trop ce niveau matériel. Et on peut pas plus être un chat qu'un chat peut être un homme. Nous sommes omnivores. Ça fait partie de notre nature. Le chat est pas omnivore. Voilà, c'est tout. Ça fait partie de sa nature. On est déterminé. Quand je dis on est déterminé, c'est ce que ça veut dire. Il y en a d'autres, ils sont herbivores. Et ils vont pas manger de viande. Bon, voilà, là, on est à un niveau quand même, je sais pas, moi, je veux bien qu'on dise que c'est un système, là, ça fait peur, moi, vous me faites peur, là, un peu, quand même. Parce que quand on nie le réel comme ça, moi, ça m'inquiète un peu, quand même. Nier le réel, je comprends pas. Que chacun est dans son espèce, et puis c'est tout, c'est la même espèce. Donc, cette espèce a certaines caractéristiques qui lui sont propres. Propres. Il y en a qui sont propres, il y en a qui ne sont pas. Hein. Par exemple, le poisson, il peut respirer de l'air dans l'eau, nous, on ne peut pas. Hein. Voilà, donc ça, c'est le propre du poisson, on va dire. Tout un tas de familles que nous n'avons pas cette caractéristique, avec des degrés différents. Mais
Voilà. Et ben l'homme est capable. Chaque espèce a cela, et l'homme aussi, ouais, comme les autres. Non. Nous sommes Bah, simplement banaux. C'est ça qu'il faut accepter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas. Et je vois bien votre réaction, elle est là. Et c'est pour ça que quand je dis à Christian, on ne peut pas, c'est très difficile. C'est un effort immense que sur ce sujet précis, hein, de séparer la cause finale de la cause première, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a toujours une volonté de justifier cette finalité par toutes les causes premières que tu pourras trouver. Le langage, le logos, le feu, etc., etc., etc. Et ben le feu. T'as beaucoup d'animaux qui c'est font pour ça que tu n'arrives pas leur café. à l'enlever. Mais Claude, t'as jamais vu un chat en train de faire griller les saucisses? Ah, Je bah le vois si, tous les bien jours. sûr, bien sûr. Évidemment. Par Non, contre, non, on a vu des Le fourmis feu, élever c'est des quelque chose champignons. d'extraordinaire, ça a l'air de rien. On a vu des fourmis et des termites élever des champignons. Oui, Mais bon. bien sûr. Il y a des fourmis Ah bah qui... bien sûr, bien les sûr. fourmis- Dès qu'on les- on vous met un argument Mais- de même nature que celui que vous utilisez, vous dites ah bah non, bien sûr. Bah, t'as des Attendez, fourmis arrêtez, qui élèvent des arrêtez. pucerons, qui leur Et tirent... Prométhée, c'est quoi à ton avis? C'est l'histoire, justement. Ça montre bien le début de la technicité. Et Günther Anders a travaillé tout ça. C'est l'artificialisation de la société en général. Artificialisation de la société. Toi qui lis... Mais Günther Anders, les je termitières, ne tu comprends crois pas. qu'ils artificialisent pas leur Non, habitat? même. Les castors, tu crois qu'ils artificialisent pas leur Non. habitat? Tu plaisantes? Non. Ils transforment C'est pas- des régions entières en faisant des barrages et tout ça, les Mais castors. oui, c'est ça. Et ils vont à l'attaque ils ont une armée aussi, des castors, et ils vont faire la guerre à d'autres tribus de castors pour pouvoir avoir des nouveaux Non, terrains. ceux qui font ça, c'est les suricates. Les suricates, ils s'organisent, ils ont des armées, ils se battent entre eux. Oui, ils font la guerre, les suricates. Eh oui, mais voilà. Donc, à chaque fois que tu vas me trouver un argument, voilà, il y en a plein d'autres. Chez certaines espèces de singes aussi, il y a Il y a des guerres, oui. des guerres, mais vraiment à mort. Hein. Alors, Christian et Christophe. On s'est un Alors, peu emballé, excusez-moi. J'aimerais juste faire un petit point sur cette histoire. C'est très difficile de faire un distinguo entre la cause finale et la cause première. C'est peut-être difficile, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire et que c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas ça qu'il faut faire. Bon. Et je dirais que c'est très facile au contraire. Comment on fait? C'est simple. Et quand je dis le propre de l'homme, c'est l'hubris, c'est de faire du capitalisme, par exemple. Je prends exprès quelque chose de très caricatural. Eh bien, on te dit pourquoi. Ça s'appelle la régression du pourquoi. Et c'est Aristote qui a mis ça au point, le raisonnement, et après on arrive à un moment où la régression du pourquoi s'arrête. Et lorsque la régression du pourquoi s'arrête, on est sur la cause première. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a le capitalisme? Eh bien, parce que... bon, et pourquoi pourquoi tu vas au CDRS pour... Dis-le. Travailler mon raisonnement. Et pourquoi tu veux travailler ton raisonnement, etc., etc., etc. Voilà. Donc, si c'est facile avec cette méthode. Et c'est lorsqu'on arrive à la cause première et que quand on parle, pourquoi c'est ça, on ne trouve plus rien, là, on est sur le propre. Voilà. Oui, mais lui, il va appeler ça un acte de foi, là, quand on arrive. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, il y a une démarche. Juste, allez, un mot pour terminer. J'avais noté, j'ai oublié de le dire. Non, Claude n'a pas répondu en faisant un acte de foi. Hein. Il a fait une démonstration. Bon, non, je ne crois pas que l'homme, je ne crois pas, et il a fait une démonstration. Je n'ai pas entendu un acte de foi. Il en fait, mais là, il répondait sur cette histoire des animaux, les animaux plus spirituels. Il a dit non, je ne crois pas, et il a donné des arguments. Non. Voilà. Le seul argument qu'il ait donné, c'est l'homme a une part divine. Il y a une part divine dans l'âme de l'homme. Non, il n'a pas donné que ça comme argument. Non. Oh bah, moi, c'est Non. ce que j'ai noté en tout cas. Non, il a dit qu'il y a des choses que l'homme fait, que l'animal ne fait pas, que ça prouve que voilà, il n'est pas plus spirituel. Spiritualité, c'est ce que tu as dans la tronche. Bon,
Bon, si l'animal est plus spirituel que l'homme, ça veut dire qu'il est capable de sortir de son esprit des constructions plus complexes que l'homme. Bon, c'est manifestement faux. Et puis, alors, par contre, Claude, je mets un bémol, quand tu dis c'est ce que produit de l'âme, enfin bon, démontrer que les animaux n'ont pas d'âme, c'est impossible à le démontrer. Par ailleurs, de nombreux philosophes, dont Aristote, considèrent que les animaux, tous les Grecs, d'ailleurs tous les anciens, considèrent que les animaux ont des âmes. Donc le fait de savoir si l'animal a une âme ou pas, bon, c'est quelque chose qui est extrêmement controversé et personne, d'un point de vue logique, n'a pu le prouver. Mais avec la régression, des pourquoi n'arrive pas à le prouver. Allez, Christophe. Oui, ben moi, du coup, je comprends la volonté d'avoir quelque chose qui nous soit propre parce que c'est quand même le constat, on est particulier. Mais moi, franchement, je l'attacherai toujours à un dosage particulier, une forme de cocktail particulier de toutes les propriétés qu'on peut évoquer les unes et les autres. Et c'est ce dosage-là, par rapport à l'environnement qui nous entoure, qui fait ça. Parce que, par exemple, pour le feu, c'est parce qu'on est capable de manipuler du bois, c'est parce qu'on est capable de mémoriser un geste, de ritualiser une conservation, qu'on est capable de transmettre un savoir, qu'on est capable de constater, d'aller au-delà de nos peurs, parce que se rapprocher du feu, etc. Enfin, il y a tout un truc, se mettre à mettre des choses dedans pour tester, enfin, faire des trucs complètement absurdes. Qui sont d'ailleurs suicidaires pour faire des choses qui ne sont pas prévues. C'est souvent, on mange un truc qui n'était pas prévu, on a la chiasse, quoi. C'est pas possible. Donc, ces trucs-là, c'est tout un dosage qui fait que on est à la fois capable de tout et de son contraire. On a des choses qui permettent de le faire. Enfin, voilà, les animaux qui n'ont pas de main, comment vous voulez qu'ils fassent du feu, quoi? C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. C'est mécaniquement pas possible par leur forme, même si intellectuellement ils en seraient capables. On peut pas le savoir. Parce construire une maison, c'est pas possible non plus pour la plupart qui n'ont pas des mains. Il y a tout un tas de trucs qui font que c'est tous ces éléments dosés particulièrement avec des individus très différents qui ont parfois des capacités différentes et qui ont des façons de penser différentes qui amènent plein de choses à faire en sorte que ce groupe qu'on appelle l'homme a une particularité. Et en fait, cette particularité, c'est justement d'avoir des dosages, des cocktails de fonctions et un éventail couteau suisse qui est particulièrement large comparé à tout le reste du vivant, quoi. Voilà. Eberhard, pour le dernier mot. On t'entend pas, Eberhard, ton micro est coupé. S'il n'y a pas de spécificité à l'homme, on ne peut pas expliquer comment l'homme a pu d'abord coloniser le monde entier. Bon, on dira capitalisme, industrialisation et tout le reste. Hein, tout le reste. Mais dans ces cas-là, à force d'être dans le relativisme, à la manière de Luc, désolé Luc, hein, c'est de dire, finalement, on ne peut rien changer, puisqu'en fait, on n'a rien créé de particulier par rapport aux animaux. Donc, en fait, vu la société telle qu'on est, et c'est ça le choix, en fait, de pouvoir construire quelque chose qui soit plus vivable sur cette terre, par rapport à toute cette industrialisation complète. Tu ne vas pas me dire que les animaux ont créé toute cette industrialisation. Donc, c'est ça, la spécificité, l'artificialisation dont parle Günther Anders. Et donc, ça donne la responsabilité pour changer le monde en mieux. C'est dans le sens que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit tout simplement utilitariste. Hans Jonas, c'était plus utilitariste, Hannah Arendt, c'était plus spirituel, et d'autres encore ont été aussi dans une dimension spirituelle, même les pèlerins d'Averès et compagnie. Donc, si tu nies ça, alors, on est tous la même chose comme les animaux. Bon, on va continuer comme ça, on ne changera pas, puisqu'on n'a rien de particulier, on n'a rien changé sur cette planète. Ah non, on continue. Voilà, c'est pour te répondre sur la partie vraiment d'être qu'est-ce qu'il y a à faire. On rentre dans une sorte de attentisme, dans une sorte de passivité en disant on n'est pas différent des animaux, on va continuer comme ça alors. Hein. Je ne sais pas si je me permets de te répondre. Même du défaitisme. Mais
pense que ce qu'on a dit sur la liberté, mais la liberté notamment de faire ou de ne pas faire des artefacts, de les faire de telle façon ou telle autre façon, bah oui, ça fait partie de notre liberté. Bien sûr, donc ça ne l'invalide pas. C'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes déterminés, mais dans cet espace de détermination, nous avons une liberté. C'est ça que je dis, rien d'autre. Et si on veut transformer la planète, les animaux qui ont le plus transformé la planète, je pense que ce sont les cyanobactéries qui ont produit l'oxygène et que nous respirons aujourd'hui, hein, qui ont fondamentalement transformé la planète. Mais tu vois pas la différence entre une cyanobactérie et ce qu'on a fait? Si ton échelle, c'est de dire on a transformé la planète, je te donne un contre-exemple. C'est juste. Non, mais moi, je peux en donner un autre exemple. C'est les cellules, tu te rends pas compte ce qu'elles sont capables de faire. Et Bérard, les cellules, tu te rends pas compte l'organisation, elles sont capables de nous produire. Oui, mais tu évites l'obstacle. Moi, je vous parle de l'artificialisation de la société industrielle et médiatique qui a été colonisé le monde entier. C'est quand même différent des êtres humains, des animaux. Les animaux, eux, n'ont pas, et une fois que l'équilibre écologique n'est pas la bonne, eh ben, ils se disparaissent. Ils ont beau se faire des guerres, eh ben, quand il n'y a plus de substrat, je suis une biologiste. Et chimiste en plus. Donc, quand il n'y a plus le substrat, ils disparaissent. Ce n'est pas une expansion comme l'espèce animale qui est en train de détruire l'ensemble de la planète. Voilà, ne comparez pas tout le temps, ça n'est pas la même chose. En plein machin. Là. C'est vraiment de nature totalement différente. Bien, je propose que nous en restions là pour aujourd'hui. On est à 1 heure de toute façon. Merci messieurs.